pour le dernier épisode de la version longue saison hiver 2025. Je reçois mon ami Mathieu Niquette. Ça faisait plusieurs temps qu'on ne s'était pas vu. Fait que j'en ai profité. Je me suis dit, tiens, tant qu'à se rencontrer comme ça pour se parler, on va se parler devant caméra. Il a déjà été journaliste ici pendant quelques années. Là, on remonte peut-être 2012. Là. Moi, je suis pas très bon avec les dates. Donc, c'est ça. J'en ai profité pour le recevoir, prendre de ses nouvelles, mais aussi de parler de son parcours. Il travaille dans le monde des arts, du spectacle. Il a étudié en théâtre. On va parler de ça abondamment, mais il a toujours, c'est ça, travaillé, orbité là-dedans, travaillé pour Juste pour rire, entre autres, et il pilote un podcast un peu niché, mais qui fonctionne quand même très bien, qui a son public d'ici et d'Éré. Ça existe depuis plus de 15 ans, et j'ai même appris que c'était le podcast d'humour le plus vieux au Canada, qui avait le plus d'années derrière la cravate. Bien évidemment, je savais que ça allait être un grand plaisir. On aurait pu parler des heures et des heures. Alors, et voilà, bien, je vous souhaite une bonne dernière de la saison. Ça, donc, ça fait longtemps que tu as mis les pieds ici. Tu as été notre journaliste, hein? Oui, quand même je le dis encore en faisant ça. Ouais. Personnellement, j'apprécie que tu ne mettes pas les guillemets, mais moi, quand j'étais encore acheté. Puis je me suis rendu compte de ça en racontant. Ouais. Tu sais, des fois, tu rencontres des gens puis tu dis ce que tu as fait dans la vie. Puis je me suis rendu compte qu'instinctivement, j'étais journaliste à Télé communautaire. Ouais, tu te sentais mal de ce titre-là. Hein? Ben, c'est parce qu'à l'époque, je sortais avec une vraie journaliste qui avait étudié en journalisme. Puis là, j'étais comme. Je me sentirais mal sans formation parce que j'ai vu tout son parcours scolaire. Puis j'ai fait, je pense qu'il me manque des affaires pour. Mais bon, officiellement sur ma paye, c'était écrit que j'étais le journaliste. Puis, tu sais, je regarde. Des fois, je retombe sur des affaires. Puis je suis comme, c'était correct. Ça se pouvait. Oui, ça marche. Mais tu sais, ça reste qu'ici, c'est une place pour apprendre. Exact. Anyway, fait que c'est juste de développer. Tu sais, après ça, tu sais, journaliste ou, mettons, moi, je fais des entrevues, des trucs. Tu sais, je comprends que, bon, journaliste, il y a une éthique. La démarche journalistique. Il y a une démarche, mais après ça, c'est de faire parler la personne. Puis on s'entend que le journaliste qu'on fait ici, c'est plus un qu'est-ce qui se passe dans le coin. Ouais. Puis, tu sais, mettre des choses en valeur. Tu sais, puis c'est une belle liberté de qu'est-ce que je mets en valeur dans la région. Moi, je venais beaucoup du communautaire à l'époque. Je faisais beaucoup de communautaire. Fait que, tu sais, moi, j'en profitais pour plugger plein d'organismes que j'avais entendu parler ou que j'avais rencontrés. Puis là, ça, c'est une belle fenêtre pour ça. Puis, tu sais, je me souviens qu'à l'époque, je faisais beaucoup de. Hey, même si. Au pire, les codes d'écoute ne sont pas incroyables, mais ça leur fait un super beau document qui est sur Internet après. Avec eux autres, peuvent s'en servir plus tard. Fait que je trouvais ça le fun, cette espèce de côté-là de la mission que je n'avais pas pensé en commençant à travailler là. Ça va leur donner une belle patente à promouvoir. Là, exact, c'est ça. Mais moi, c'est un peu le pourquoi je suis encore ici après toutes ces années. C'est l'espèce de l'attitude. C'est ça. C'est moi qui choisis mes invités. C'est moi qui choisis. Je décide, je mets le focus sur qui. Ça. Et puis à travers les années, t'as du stock là, quand tu regardes ça. Là. C'est beaucoup d'heures que j'ai produit. Ouais. C'est fou, là. Parce que quand tu m'avais écrit, ben pas récemment, mais ça fait une couple de fois que ça fait longtemps qu'on cherche à se trouver comme ça. Mais je suis allé revoir justement des affaires. Puis là, je disais, la quantité en heures de stock que tu as produit, là, tu dois être dans les productifs, dans les. Je sais pas s'il y a un palmarès du Québec, là, mais je suis comme, ça doit être dans le top 50 clairement, quantité de contenu. Là. Je fais 1h30, 2 heures par saison de stock. Par semaine, en fait. Par semaine, à chaque saison. Chaque saison, c'est ça. Depuis, là, ça fait combien de temps? Ça fait 14 ans que je suis là. C'est ça. Fait que ça, j'en ai fait. Il y a des moments, je te mentirais pas qu'il y a des moments, je suis comme, je sais plus. Tu sais, comme. C'est sûr. Ça, tu sais plus. Puis à un moment donné, puis il y a une autre idée, il y a quelqu'un qui. Tu sais, il y a beaucoup de monde du public, des fois du communautaire, qui font on aimerait ça. C'est comme l'automne passé, c'était sur l'économie sociale, le pôle d'économie. On voudrait mettre en valeur. Je suis comme, OK, bien cool, tu sais. Là, je commençais à investir. Là, on va mettre en valeur l'économie sociale, on va rentrer dans le sujet. Tu sais.
Ouais, puis je pense que c'est le défi quand tu travailles dans une place comme ici à long terme, c'est de pas juste tomber dans le hey, ma saison est bouquée d'avance parce que je sais que je peux rencontrer lui, je peux rencontrer puis juste faire un update, un bête update. Puis je sais que toi, tu es un gars plus allumé que ça, puis qui a envie justement de faire découvrir des talents artistiques, des nouveaux organismes. Puis je pense qu'on a. On est encore là-dedans, là, on l'était à l'époque, là, quand les gouvernements se mettent à démolir les organismes, là, cette espèce de fibre-là que je sais que tu as aussi Non, tabarnak. Non, on va ça debout. On s'acctue dans ton podcast ou le moins possible? OK, je veux dire, t'as le droit à 3. OK, j'en brûle un tout de suite. Tabarnak. Le monde. Ça, c'était un, là. Je veux juste dire, ça, c'était un. Ouais, on l'a repris. Oui, c'était un repeat. Mais c'est ça, tu fais, non, ça se passera pas de même. Moi, je vais au moins essayer de mettre mon grain de sel quelque part juste pour donner un coup de main le plus possible, là, puis mettre le focus là-dessus. Puis, tu sais, souvent, moi, je me souviens, même après avoir travaillé ici, de continuer à suivre des histoires qui m'intéressaient parce que, bon, souvent, ça se passe sur plusieurs années, surtout quand c'est gouvernemental puis tout ça. Mais, tu sais, je me souviens d'avoir vu des dénouements, le fun de dossiers que j'avais fait ici. Je suis yes, tu sais, ça a tombé du bon côté. Puis, tu sais, je sens m'approprier la gloire, tu sais, juste d'être content d'avoir réussi à contribuer, ne serait-ce qu'un petit peu à cette affaire-là. C'est une belle satisfaction là-dedans. Là. Exact. Mais là, je veux pas trop qu'on parle du passé. Du passé, mais quoi qu'on va sûrement y revenir à travers tout ça. Mais parce qu'un de mes sujets, puis là, avant qu'on rentre en ondes, tu me dis que là, tu as pogné une pub, mais c'était un de mes sujets, en fait, que je voulais. Puis on va rentrer tout de suite parce que tu as une formation de comédie, mais en fait, t'as pas non fini. Complété. Un rare double exclu d'école de théâtre. Double exclu quand même. De 2 écoles. Ouais. Conservatoire de Québec, Cégep de Saint-Hyacinthe. Puis je dirais qu'au Québec, on doit pas être si nombreux que ça d'avoir été mis dehors de 2 écoles de théâtre. Shit, c'est quand même un bon brag. Assez fier de ça. Mais tu sais, quand je te suivais de loin, j'ai gardé des petits contacts ici et là, mais tu sais, c'est ça, dans le fond, t'as pas joué nécessairement, t'avais comme un peu mis ça de côté, tu sais. Ouais, pas mal. Moi, je me suis rendu compte assez rapidement dans mon cheminement que j'avais pas ce besoin-là de jouer comme d'autres l'avaient. Tu sais, j'avais des gens qui, si t'as pas joué pendant un mois, c'est la crise d'anxiété, la panique, tout ça. Moi, je me suis rendu compte assez rapidement, après mes périples à l'école de théâtre, que peu importe où je me trouvais dans le processus créatif d'un show, je trouvais mon compte. Tu sais, j'avais pas besoin d'avoir l'approbation directe du public. Tu sais, comme moi, je me suis réorienté beaucoup en humour. Puis évidemment, l'humour, c'est à peu près que ça, d'aller avoir de l'approbation directement du public. La gratification très rapide. Exact. Je suis aussi dans la lutte, qui est aussi ça. Tu sais, c'est deux... en tout cas, je ne ferai pas ma grande théorie sur les parallèles entre la lutte et l'humour, mais c'est la même discipline. C'est deux trucs que tu fais avec quelqu'un d'autre, mais en solo quand même. Puis c'est surtout le point commun principal, c'est que tu es à la merci du public. La réaction du public, elle doit se passer maintenant, au moment où tu l'as fait. Puis la réaction du public va changer ta façon d'être sur scène. Puis là, je me suis rendu compte aussi à travers le temps que c'est pour ça que j'aimais les humoristes, c'est pour ça que j'aimais les lutteurs, c'est que c'est deux types d'emplois, 2 types de métiers, 2 types d'art qui font que chaque personne qui pratique ça est un personnage automatiquement. Fait que moi, je me suis rendu compte, j'aime ça, moi. Je jasais avec des personnages, j'aime ça après ça, raconter à du monde toutes les histoires de ces personnages-là. Fait que c'est ça, je me suis donc rendu compte à travers le temps que j'avais une aisance puis une facilité à travailler. Peu importe, là, quand j'applique pour une job, je dis tout le temps que je suis un couteau suisse. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je suis un couteau suisse? Fais ce que tu veux avec moi, je vais faire la job. Fait que je me suis dit, je ne serai pas le meilleur, je ne vais pas trop me spécialiser dans quelque chose parce que je sais que je vais me tanner à longue. Fait que je vais être un peu bon dans tout, le meilleur dans rien. Mais si tu m'engages dans une prod, ben, ce qui est cool, c'est que tu sauves de l'argent parce que lui, finalement, il fait 4 jobs assez bien pour que ça soit correct. Puis on n'a pas besoin d'engager 5 gros gunners qui vont nous coûter les yeux de la tête. Fait que je pense que je suis bien pratique pour ça là-dedans. Puis fait que c'est ça, j'ai comme pris une pause de jeu, mais je reste toujours ouvert à jouer. En ce moment, je joue dans Ars Moriendi, qui est un podcast de True Crime, qui était un podcast audio dans lequel j'ai participé 4-5 fois à travers les années en faisant des personnages, des voix. Puis depuis l'année passée, il y a une version
sur scène qui a commencé à exister. On a fait 4 ou 5 représentations l'année passée. Puis là, on commence à se booker une tournée parce que la réaction est vraiment, vraiment le fun. Ouais. Grosso modo, c'est le podcast Ars Moriendi qui se retrouve sur scène. Il y a 2 personnages principaux. Fait que moi puis une autre comédienne, on est sur scène. Il y a notre ami Simon Predge qui est l'idéateur, le créateur de tout ça, qui lit le true crime. Puis à travers ça, il y a les répliques que nous, on fait live sur scène. Puis on s'est rendu compte que ça, il y avait une grosse demande pour ça. Le true crime est vraiment en feu. Puis les gens sont super reconnaissants parce qu'il n'y en a pas d'autres des shows comme ça qui existent. Ou en tout cas, il n'y en a pas une tonne. Puis à chaque show qu'on fait, les gens viennent nous remercier. Tu as l'impression que tu viens de faire quelque chose d'important pour eux, alors qu'on les a simplement divertis. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que quand tu offres quelque chose à des gens qui ne s'attendaient pas à ce que ça existe, tu pars déjà avec... Tu as gagné d'avance. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, en tout cas, si vous voyez ça passer, vous irez voir ça. Là, mais les amateurs de True Crime, c'est un bon show. Mais il faudrait que j'aille écouter, parce que c'est un nom que j'ai entendu souvent revenir. Mais moi, le True Crime, c'est un peu mon angle mort. C'est pas quelque chose qui, d'emblée, m'intéresse tant. Mais tu m'avoues que il faudrait que j'aille... J'ai joué Moïse Thériault, puis un épisode double qui s'appelle Le Poulailler, qui est assez effrayant. J'ai joué pas mal les pires. Il y a des personnalités assez... je sais pas pourquoi on a pensé à moi particulièrement pour ça. Mais les 2 des personnages que j'ai joués sont assez extrêmes. Là. Okay. Puis ce qui est le fun avec Ars Moriendi, c'est que Simon, il va pas juste se fier à ce qu'il peut trouver facilement, il va aller jusqu'à fouiller dans des rapports de police. Par exemple, dans l'épisode de Moïse Thériault, il y a des trucs qui sont jamais sortis dans les médias parce que c'était trop trash. C'était trop intense. Puis tu peux pas imposer ça aux victimes de leur faire revivre ça s'ils tombent sur l'article ou peu importe. Fait que il y a eu des pans. En fait, tout le pire a été un peu ignoré parce que ça sert pas à rien d'aller raconter ça au grand public et tout ça. Mais l'avantage du podcast, c'est que tu peux te permettre d'aller là parce que c'est des auditeurs qui sont avertis. Il y a un warning avant tout ça. Ce serait surprenant que quelqu'un tombe là-dessus par hasard. Fait que Simon se permet d'aller raconter ces histoires-là aussi. Parce que j'avoue qu'un podcast, il faut que tu pèses sur play. Fait que s'il y a des victimes ou des descendants des victimes, ils vont voir ça, Moïse Thériault, puis tout de suite, ils vont faire « Ah non, ça m'intéresse pas. » Puis ils vont se faire dire au début de l'épisode « Hey, attention, si c'est quelque chose qui vous touche. » Il y a beaucoup de trigger warning au début des épisodes, justement, parce qu'on va dans des zones qui sont souvent pas très évidentes. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon en ce moment, mon petit plaisir de jeu, je le trouve là. Fait qu'à travers le temps, depuis qu'on se voit moins, c'est ça. Là. Moi, je reste à l'affût, puis des fois, il y a de quoi qui passe, puis je vais jouer là-dedans. Puis j'ai recommencé dans la dernière année, j'ai recommencé à faire des castings, des auditions pour de la pub un peu. Tout simplement parce que l'UDA me menaçait de fermer mon profil parce que ça faisait plus de 5 ans que j'avais pas été actif. OK. Ouais. Puis à ce moment-là, je travaillais en agence, l'agence LOL, l'agence la plus drôle en ville. Puis quand je travaillais pour LOL, j'ai reçu l'email de l'UDA qui me disait ben là, on va être obligé de fermer ton compte, puis tout. Puis là, ça serait niaiseux que je perde. D'un coup qu'un jour je veux rejouer, ça serait niaiseux que je perde le progrès que j'ai fait avec mon profil UDA. Fait que j'ai dit à Laurence, qui est la boss de LOL, hey, plug-moi dans une figuration. N'importe laquelle, juste pour dire, je vais avoir un 5 ans de lousse, puis tout ça. Puis là, elle m'a dit, tu te rentres dans l'agence de casting, tant qu'à ça, puis je te propose sur des rôles. Puis tu feras bien ce que tu veux. Puis là, finalement, ça marche mieux que je pensais. Puis une pub, c'est très payant. C'est très payant. Fait que comme j'ai des petits... à tous les 2 mois, j'ai un petit bonus de cachet que je suis comme, okay. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun. C'est ce que j'entends parler. J'ai quelques amis là, qui ont fait de la pub ici et là, puis c'est ça. C'est ça. Ils trouvent ça le fun, surtout quand ça rejoue. Oui. Puis là, tu le sais pas, puis là, tu reçois... Là, à l'époque, c'était plus 6 semaines. Là, c'est rendu... le standard, c'est plus 13 semaines de ce que je vois là, des quelques expériences que j'ai depuis que j'ai recommencé. Puis comment ça fonctionne, c'est que si ta pub repasse à la 14e semaine, ne serait-ce qu'une fois, tu es repayé ton cachet en entier. Okay, c'est ça. C'est là que ça devient intéressant. Moi, j'avais des amis à l'époque qui jouaient... Alexandre Dano, qui est une vedette locale. Patate Mallette. On peut être maire de Beauharnois. Ce gars-là, je peux pas croire. Ah oui, c'est sûr. C'est comme le maire non officiel, de toute façon. Mais c'est ça, c'est comme les consigliérés. Tu vas à Patate Mallette, tu poses 2-3 questions. Si tu veux qu'il se passe de quoi, si tu vas voir les conseillers municipaux, tu t'en vas à Patate, puis là, tu dis quelque chose à Alex. Hey, Alex, il me semble qu'un parc, là, ça serait pas pire. Hey, la prochaine fois que je croise... Là, c'était Claude à l'époque. À chaque fois quand je croise Claude, j'en glisse un mot.
Mais c'est ça. Puis Alex, lui, à l'époque, je me souviens, il avait fait une pub de voiture quelconque. Là. Puis ça jouait toujours pendant le hockey. C'était de la pub de hockey. Puis là, ben, je me souviens que cette saison-là, à chaque fois, Alex faisait « Hey, mon 6 semaines, il est fini. » Fait que si la pub, elle repasse à soir, je repayais pas le cachet. Puis là, premier entracte. Yeah! C'était 5000 piastres de poche à rien faire, là, finalement. Fait que là, c'est ça. J'en ai une qui roule, qui était pas mal payante. Une pub de Sonnet Assurance. Là. Elle vient de commencer aujourd'hui. Fait que là, j'ai marqué la date dans mon calendrier. As-tu une alerte? Tu mis dans 13... Là, c'est 13 semaines, ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que là, à tous les 13 semaines, je vais me mettre une alerte puis je vais écouter mon hockey. mais je vais rester alerte parce que je me suis mis... Je suis assidu, là, j'écoute le hockey souvent. Là, moi, j'ai recommencé... il y a 3 semaines, j'ai recommencé parce que là, ça se peut pas, cette équipe-là, là, c'est trop le fun. Oui, ça se passe, mais on parlera pas de hockey. Là. On sera plus de toute façon dans... OK. On peut en parler. C'est juste ces choses. Parce qu'au moment où on se parle, c'est le lendemain de la première game de demi-doff. Ah ouais, je capotais hier. Après 13 minutes, tu as un but, une passe. Là, tu fais ça. OK, ça va être le fun. Ah non, c'était le fun. J'étais debout dans mon salon. Ça fait longtemps que moi, je me suis fait mal au poignet. Tu sais, la game où est-ce que Suzuki a compté à 8 secondes de la fin, puis il a compté en prolongation. Quand il a compté pour égaler, j'ai tapé dans mes mains. Puis là, tu vois, je viens de le faire. C'est encore vraiment sensible. Puis là, j'ai comme juste laissé ma main gauche un peu molle. Puis j'ai tapé toutes mes forces avec ma droite. Puis je me suis vraiment fait mal au poignet. Ça fait 2 semaines à peu près que j'ai une blessure sportive. On vieillit, à mon niveau. On vieillit en temps. Me tape dans les mains. Imagine de faire une réclamation. Je ne peux plus travailler, mais me taper dans les mains. À cause tes Suzuki étaient trop bons. Ouais, mais non, c'est excitant ce qui se passe avec le Canadien, le Seigneur. Coupe Stanley d'ici 5 ans, je peux pas croire. Ouais. Il y a quelques trous dans l'alignement. Ouais, c'est ça, mais tu sais. Tranquillement, là, mais ouais. Ça va prendre un centre à Demidov. Ouais. Quoi qu'il a l'air de s'arranger seul quand même. Là, mais il s'arrange bien. Mais il faut y mettre du monde là, qui est un petit peu plus actif. Mais tu sais aussi, c'est que il y a tellement de potentiel que tu sais, ce sera. Il y a moyen de faire des échanges pour aller compléter l'équipe. Ils ne sont pas comme au bout de leurs ressources. Laval qui domine la Ligue américaine à côté. Il y a des goalers. La ligne de goalers est comme infinie avec Jacob Fowler qui vient d'arriver à Laval. C'est ça. Fait que tu fais comme ils ont tellement de profondeur que je pense que si les trous qu'il va y avoir à combler, ils ont des bons éléments pour aller réussir à faire de quoi avec ça. Fait que, j'ai espoir. La petite parenthèse hockey. Puis Demidov qui se prend le chiffre 93 a fait péter la tête à tout le monde. C'est sûr que c'est à cause de la Coupe Stanley de 93. C'est pas comme un heureux hasard. Là. Non, c'est clair. Parce que son numéro, c'est 91. Mais Kapanen l'a déjà. Ouais. Mais c'est ça. Mais je peux pas croire que je vais prendre 93. Au hasard, il a tiré dans un chapeau. Mais peut-être, parce qu'il a peut-être fait à 92 assez liné. Fait que là, je vais faire 93. Ouais, c'est peut-être arrivé comme ça, mais on aime mieux penser. On aime mieux penser que c'est. Mais en même temps, si c'est le hasard. C'est magique aussi. C'est ça. Il y a quelque chose de beau. Là. C'est mieux si c'est le hasard. Tu sais, c'est ça, il le sait pas. Je sais même pas, il est né quand. Il est jeune, il a 19 ans. Là, fait il a 19. Exact, c'est ça. C'est fou, raide, ça. OK, il était pas là en 93. Hier, ça m'a frappé particulièrement là, de constater à quel point les gars sont jeunes. Ouais. L'équipe canadienne est une équipe particulièrement jeune en plus. Là, c'est comme... aïe. Je me souviens du premier coup que j'ai eu quand je pense que c'est Sidney Crosby là, qui a notre âge, là, puis que je faisais OK, c'est la première fois que le meilleur joueur au monde est plus jeune que moi. Ouais, c'est ça. Là, ça donne un coup, mais là, je regarde, ils ont tous l'air des bébés. Ah non, mais moi, c'est le moment où ça m'a fait mal, en fait, sur mon âge, c'est, on va finir la parenthèse hockey là-dessus, c'est quand Shea Weber était vers la fin, puis là, je commençais à chialer. Je suis il est fini ici, puis quand de patiner il est 6 mois plus jeune que moi. Puis là, je vais voir son âge, je fais OK, on va arrêter de chialer son âge. Ouais, ben c'est ça aussi, de se dire, là, on a l'âge de prendre notre retraite. Ouais, c'est fini, fini. J'ai mal partout. C'est terrible. 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 Mais je vais au gym. Ça commence à... Faudrait. En tout cas. Mais je voulais revenir à 2 affaires. Oui. Parce que tu disais, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas tant la drive de jouer. Tu n'avais pas ce besoin-là d'être à l'avant-scène. Penses-tu que c'est un des trucs que peut-être qui a mené aux 2 expulsions
de tes écoles de théâtre? Non. Parce que je sais que tu me disais aussi que tu avais peut-être tu étais beaucoup dans la confrontation. Les deux écoles, c'est des histoires très différentes. La première école que j'ai faite, c'est au conservatoire à Québec. Je suis rentré là, j'avais l'âge à demi-dove, j'avais 19 ans à l'époque. Un petit bébé. Moi, à l'époque, au secondaire, j'avais des super bonnes notes. Je suis rentré en sciences pures au cégep, puis ma vie était plus destinée à... Parce que les gens me disaient d'aller là. Je me doutais bien que j'avais un gros intérêt pour l'art puis tout ça, mais ça avait l'air tellement d'être du gaspillage pour les adultes qui m'entouraient. Puis là, je parle même pas de ma famille. Ma famille m'a toujours supporté dans tout ce que je faisais. Mais tu sais, les profs, tout ça, quand t'as une moyenne de dingue puis que t'es bon en sciences, tout ça, ils veulent pas perdre un autre, mais ils veulent pas perdre un médecin potentiel. Moi, j'avais un peu... ça m'est arrivé un peu aussi, là, tu sais. Je comprends parce qu'ils disent, tant qu'à avoir ce potentiel-là, tu sais, au moins, fais les cours. Ouais, puis après, tu auras les cartes dans tes mains. Exact. Puis là, j'ai fait ça. Je suis arrivé au cégep en sciences pures. Puis en même temps, j'ai commencé à faire de l'impro. Puis là, j'ai compris, ma gang, c'est cette gang-là. Ça fit bien plus. Puis tout ça, j'ai bien plus de fun. Ouais, c'est ça. Puis j'ai les aptitudes qu'il fallait. Ça se voyait que ça se pouvait. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Mais reste que quand je suis rentré au conservatoire à Québec, ça faisait 1 an et demi que je faisais du théâtre puis tout ça. J'avais un immense syndrome de l'imposteur. Fait que moi, je suis arrivé à l'école puis j'ai juste rien fait. Je me suis juste parké puis je me suis dit, moi, je vais observer le monde, je vais écouter. Puis j'étais très scolaire dans ma manière de voir l'école. Puis c'est pas la bonne façon quand tu vas à une école d'art d'être très cartésien, très scolaire, très... passif dans le sens où j'absorbe, mais je... Ouais, puis tu sais, on te donne une assignation, puis tu fais ça. Les autres sont là, mais c'est plate, t'as fait ce qu'on t'a dit de faire. Puis là, mais c'est ça que vous m'avez dit de faire. Puis tu sais, ça a pris vraiment du temps à comprendre que c'est un cadre, mais en art, le cadre, il n'est pas fait pour être respecté. Le cadre, il est fait pour être explosé. Puis les consignes qu'on te donne, c'est justement pas un cadre, c'est un tremplin pour aller ailleurs, pour aller te promener. Puis moi, ça m'a pris du temps. Là. Des fois, je voyais des trucs que les autres faisaient qui étaient super bons. Puis dans ma tête, je faisais, mais c'était pas ça. La consigne, mais c'est pas ça qu'on fait ici. Mais ça a pris vraiment du temps à comprendre. J'avoue que l'art, c'est ça. C'est surtout le théâtre, mais c'est d'explorer ton corps. À te connaître, surtout à l'école de théâtre, c'est 100% les premières années. À la première année particulièrement, c'est t'es qui? Toi, puis on essaie de ramener au neutre qu'on appelle, là, toutes les tics de posture, de tout ça, pour pouvoir élargir ton éventail de jeux. Ben, tu déconstruis un peu tes tics physiques, tes tics de diction. De te rendre compte, parce que moi, là, je me touche beaucoup le menton. Mais tous tes personnages peuvent pas constamment se toucher le menton. Ça parle beaucoup, surtout à la caméra, de se mettre les mains en face. Il y en a une prof qui disait, là touche-toi, là, ce bout-là, là, ça se peut pas que ton personnage se touche pas, là, ça va tellement mal, ça fait tellement mal physiquement qu'il faut qu'il se passe de quoi, là, plutôt que d'être coincé de même, Fait que, bref, il y a toute cette étape-là, la première année, de te déconstruire, de te ramener au neutre pour pouvoir t'amener ailleurs. Mais après ça, explose, tu sais. Puis ce qui est une autre difficulté, c'est à la sortie de l'école, là où je me suis pas rendu, mais j'en ai entendu parler. Tu sais, c'est le défi d'après, c'est qu'il y en a ils réussissent pas à retrouver une personnalité original, tu sais, ils deviennent une espèce d'acteur un peu passe-partout, tout ça, puis ce qui est intéressant, puis surtout, j'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai, là, je pense que, tu sais, surtout, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui jouent aussi, puis les humoristes qui deviennent des comédiens, mais c'est beaucoup leur personnalité qu'on va chercher, tu sais, on les connaît, on sait ils sont qui, on voit leur personnage de scène, puis on fait ce personnage de scène-là ressemble beaucoup au personnage que j'aimerais leur faire jouer, mais ça part tout de la personnalité que tu as, ou un autre talent local, Mathieu Kennel, qu'on connaît bien. Mathieu Kennel, lui, c'était ça le gros défi. Lui, c'était une bébite, c'était un personnage. Quand il est rentré au Conservatoire de Montréal, moi, j'étais surpris qu'il le prenne au Conservatoire, pas parce qu'il n'est pas talentueux, mais parce que il y a bien trop de personnalités, surtout à l'époque du cégep. Puis lui, ça a été ultra bénéfique pour lui d'apprendre à se remettre au neutre. Puis lui, il avait juste hâte que le couvert se lève. Quand il est sorti de l'école, il est redevenu complètement éclaté. Puis là, c'est rendu une personnalité dans le monde du théâtre québécois. C'est un incontournable. Puis il fait encore des projets super éclatés. Tout le monde l'aime. Il y a des beaux postes, des belles positions qui permettent de faire des shows super le fun. Fait que tout ce volet-là, pour revenir à ta question, c'est ça. À Québec, moi, c'est plus que j'ai pas fait
Du tout. J'ai pas du tout exprimé ma personnalité jusqu'à la toute fin de l'année. Puis à la fin, c'est ça, quand on m'a remercié, on m'a dit que c'était beaucoup parce que on te connaît pas, tu sais. On sait pas t'es qui. À chaque session, on distribue les rôles. C'est une évidence pour tout le monde. On te donne un peu ce qui reste parce que on sait pas qu'est-ce que t'es. Puis moi-même, à l'époque, je pense que je le savais pas moi-même. Puis, mais tu sais, 19 ans, c'est jeune. Puis à l'époque, j'étais très nono. Puis je me disais, c'est parce que, tu sais, j'ai une vie trop facile quand j'étais jeune, tu sais. Si j'avais eu des moins bons parents, tu sais, si j'avais connu la pauvreté, ou, tu sais, si mon père s'était poussé quand j'étais jeune, tu sais, j'aurais eu du matériel pour être quelqu'un, tu sais. Puis là, j'étais comme... mais c'est le cliché de l'artiste. L'artiste tourmenté. Qui a besoin de tristesse pour créer, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas faux qu'évidemment, un bagage émotionnel que j'avais pas, c'était pas pratique d'avoir rien vécu, pour ainsi dire, là, rien vécu de très, très grandiose, dramatique. Alors que le gars qui a perdu son père l'été avant qu'on rentre à l'école, lui, sa charge émotive est dans le tapis. Puis oui, toutes ses affaires tournent autour de ça, mais personne qui va en tenir rigueur. Puis à chaque fois, c'est le poil te lève parce que c'est réel. Là, mais c'était pas la bonne façon de penser de dire que genre si c'était pas de ça, si j'avais eu la chance que mon père décède l'été d'avant, là, puis là, j'y repense, je me trouve bien gras puis bien nono, parce que c'est pas vrai que ça prend ça. J'étais plus pas prêt, puis je me connaissais pas assez pour pouvoir sortir de ma carapace. Puis, pour nous amène à Saint-Hyacinthe, ça a été complètement l'inverse. Là, j'étais plus dans la confrontation. On était une classe assez allumée, puis on avait faim, tu sais. Puis, on trouvait que c'était pas assez. On trouvait que faire une scène de 5 minutes dans 15 semaines, premièrement, quand est-ce que dans la vraie vie, tu vas avoir 15 semaines pour préparer un 5 minutes de théâtre? La réponse, c'est fucking jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'arracher les cheveux à un moment donné si tu travailles à cette vitesse-là. Puis, c'est ça. Fait que nous autres, on en voulait plus, puis on remettait beaucoup de choses en question par rapport au fonctionnement de l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe, puis tout ça, que d'ailleurs, tu sais, j'ai pas de... Là, ça fait très longtemps, fait que de toute façon, tu sais, j'ai pas gardé d'animosité de ça, puis je suis sûr que, tu sais, à l'âge que j'ai là, si j'étais témoin de ça, je ferais comme slack un tour, niquette, là, ça va être correct, là. Mais, tu sais, à l'époque, j'étais plus frondeur, puis tout, fait que, tu sais, ça, tu sais, je pense que ça a cassé au moment où j'étais avec ma directrice sur le bureau en train de faire « Vous formez pas des acteurs! Vous formez des techniciens du théâtre! Tabarnak! » Ça, c'était mon deuxième. Mais j'étais debout sur le bureau, puis mes rencontres avec les profs, c'est un peu intense. Ça virait tout le temps dans des affaires de même. Là, c'est intense. Ça va. Mais on voulait ça pour je pense quand même que je continue à penser qu'on s'ils en veulent plus, donnez-leur en plus. Là, c'est pas plate. Là. C'est pas, on veut pas faire ce que vous nous demandez. On veut en faire plus. On veut aller plus loin. Ouais. Mais y avait-tu toi qui over-corrigeait un peu moi, vu que j'avais fait mon année et demie à Québec, au Conservatoire à Québec avant, puis que j'étais peut-être la plus grand gueule de cette gang-là, je me trouvais être un peu le porte-parole. Puis à la fin de l'année, comment ça fonctionne au cégep de Saint-Hyacinthe, c'est qu'à chaque année, ils coupent à peu près la moitié des gens. Ils en prennent le double. Question de subvention, là, c'est bête de même. Là, c'est question s'il y avait moins de monde, ce serait pas viable financièrement. Fait qu'ils sont obligés d'en prendre le double puis d'en couper la moitié. C'est bien cruel, mais c'est pas le choix. Puis à la fin de l'année, tout le monde reçoit sa lettre. Puis là, il y a le grand moment de drame où est-ce que tout le monde ouvre sa lettre. Là, puis là, on est dehors, on est un peu partout. Là. Tout le monde se trouve son spot. Souvent, évidemment, c'est toute la classe ensemble ou bien c'est un petit groupe d'amis. Puis tout ça. Puis là, tout le monde ouvre sa lettre. Puis là, on constate les réactions. Puis moi, je me souviens qu'à l'époque, moi, j'étais la personne que les deuxième et troisième années venaient voir pour voir qui avait été coupé parce que les autres pensaient pas que j'allais être coupé. Fait que là, ils venaient me voir. Puis là, ils font là, qui c'est qui a été coupé pour pas créer de malaise. Là, fait que tu veux savoir un peu à quoi t'en tenir pour avoir la bonne face quand tu vas voir les personnes concernées. Ouais, c'est ça. Puis là, je commençais tout le temps à faire d'abord, moi, j'ai été coupé. Puis, arrête de niaiser. Non, je suis sérieux, j'ai été coupé. Là. Non, mais pour vrai, qui a été coupé? Puis là, je suis obligé de leur montrer la lettre. Puis là,
Puis je me souviens, tu sais, que c'est ça, tu sais, je comprenais bien que c'était pas tant pour la capacité de jouer que, ouais, OK. Puis on était comme 5-6, c'est ça qui déplaçait un peu plus d'air. Puis il y a juste moi qui ai été coupé et les autres ont été mis en probation pour un autre demi-année supplémentaire. Ce qui est d'habitude, après la première année, t'es safe. Mais là, on dit, on va vous réévaluer aux fêtes l'année prochaine. Puis ils ont décapité le problème, finalement. La tête du serpent. Ouais, exactement. Fait que là, puis je me souviens que j'ai ouvert ma lettre, puis j'étais pas désemparé, dévasté. Je me rappelle qu'à Québec, ça m'a fait plus de peine. Puis à Saint-Hyacinthe, j'avais fait OK, c'est fair. J'étais là, c'est chiant, mais c'est fair. C'est fair. Puis après ça, ben, c'est ça, tu sais, moi, après, dès que j'ai su ça, je savais que j'allais pas refaire mes auditions pour refaire l'école de théâtre. Je vais aller faire mes petites patentes moi-même. J'ai fait beaucoup de mises en scène. C'est comme ça que ça a viré. Je commençais à faire des mises en scène. Puis quand eux ont fini leur cheminement, la gang de Saint-Hyacinthe, ben, tu sais, je engagé une couple de ces personnes-là pour jouer dans des shows que j'avais montés. Ouais. Moi, j'avais déjà un peu placé mes pions. J'avais déjà des projets en tête, tout ça. J'avais hâte qu'eux autres sortent. T'sais. Fait que c'est ça. À Québec, je me souviens que j'avais bien regretté de ne pas avoir pu compléter la formation. Puis à Saint-Hyacinthe, j'avais bien regretté de ne pas avoir pu finir avec cette gang-là. Parce qu'on avait une maudite belle gang. Il y avait Debbie Lynch-White, qui est la plus connue de la gang là-dedans. Fait que il y avait du monde le fun. Puis j'étais là, j'aurais aimé ça juste vivre l'école avec eux. Ouais. C'est ça. Puis fait que c'est le seul pincement qu'il y avait eu après ça. Mais je considère pas que ça m'empêchait de faire bien des affaires. Puis c'est à travers ces 2 années-là où est-ce qu'eux finissaient l'école puis que moi, je faisais mes choses de mon côté que je me suis rendu compte justement que OK, moi, le besoin de jouer, il ne m'habite pas à fond la caisse. J'adore jouer, je suis content d'être là. Mais en commençant à faire des auditions, en commençant à comprendre tout ce que ça impliquait, je pense pas que moi, j'ai pas envie de m'imposer ça parce que je suis capable de faire d'autres choses. T'sais. Puis là, je dis pas que les acteurs sont capables de rien faire d'autre, mais c'est ça. C'était pas une question de vie ou de mort pour moi. Puis je me rends compte aussi que j'apprécie d'autant plus les petits moments où je peux jouer. Parce qu'on parlait de pub tantôt. Il y en a pour qui de la pub, c'est comme un peu gênant. C'est pas cool de faire de la pub. Puis moi, la pub est bonne, puis elle était drôle. J'ai eu du fun à la faire. That's it. Ou même faire de la figuration. Ça m'arrive souvent là, de croiser des acteurs, des actrices sur des plateaux où on fait de la figuration. Hey, moi, je suis là, je m'en vais chiller dans un coin, ils vont me donner 500$ à la fin de la journée. Bien content de ça, j'ai pas besoin de plus. Puis là, les acteurs arrivent, puis il y en a beaucoup qui c'est entre eux autres puis eux autres, mais ils ont besoin de faire. On n'a pas le choix, hein, c'est ça la réalité. On n'a pas le choix de faire ça. Puis moi, je sais pas si je suis supposé d'avoir honte, mais j'ai pas honte, j'ai du fun. Non, exact. Il faut que ça reste. Je pense que c'est sain aussi d'avoir cette approche-là. Que tu sais que tu as réussi à travailler dans ce milieu-là partout. Tu as travaillé pour plein de boîtes, tu as travaillé à Juste pour rire un bout. Le ZooFest, tu as été là-dedans. Puis ça devait être super stimulant, surtout avec le ZooFest là, qui était pour la relève. Là, j'adore ça. Là. Fait que tu as comme été là dans plein de sphères que ça devait être le fun à chaque moment. Même si tu faisais, je fais du booking ou je fais des affaires, je fais des trucs peut-être un peu plus coordination, mais ça reste que tu dis, je fais marcher cette machine-là, puis je fais marcher cette plateforme-là du ZooFest. Juste pour rire, c'était le fun parce que j'étais à programmation. On était deux bookers, 2 programmateurs, moi puis Junior Girardeau, qui est un vieux de la vieille, une légende. Il a créé l'humour. Non, mais c'est les soirées d'humour. Il a créé avec Étienne Dano c'était le Saint-Cyboire, les premières vraiment soirées d'humour. À cette heure, il y en a 5 par soir partout au Québec. Là, mais à l'époque, il y avait le Saint-Cyboire. En français, c'était là que ça se passait à 100%. À cette heure, on prend ça beaucoup pour acquis, mais à l'époque, jouer, puis te faire booker au Saint-Cyboire, c'était immense, tu demandes à Junior, puis après, c'est dans 3 mois, pas parce que t'es pas bon, parce que tout le monde veut jouer là. Évidemment, c'est là que ça se passe. T'sais. Fait que les opportunités étaient moins là, puis Junior, ça a été un gars qui a parti cette affaire-là, puis il a un super bon œil, puis lui, avec là, maintenant, il travaille pour encore télévision. Puis, à chaque place où il va, ça c'est pas long qu'ils sont là. OK, on vient de tomber sur... Puis en plus, Junior, c'est un gars super humble, super réservé, tout ça. Puis là, tac, une idée, une autre idée.
il t'apporte du monde, puis tout le monde l'aime. Fait que quand Junior appelle quelqu'un, si la personne est disponible, généralement, elle va dire oui aussi, puis elle va se sentir en sécurité. Elle n'aura pas l'impression de se faire avoir par une grosse boîte ou quoi que ce soit. Fait que moi, c'est ça. Quand je travaillais à Juste pour rire, j'avais la chance de travailler avec lui, que je connaissais déjà, que j'avais croisé maintes et maintes fois, mais là, de pouvoir travailler de près avec lui, c'était une école incroyable. Puis, ben c'est ça, moi, vu qu'on était juste deux pour couvrir tout ce que Juste pour rire faisait, bien évidemment, j'avais une grosse charge de responsabilité. Ouais. Puis on m'a mis beaucoup en charge de la relève, le ZooFest. Puis moi, j'étais aussi, tu sais, Junior, évidemment, par sa fonction puis par sa réputation. Ouais. Ben, lui, il a moins le temps de se tenir dans les soirées d'humour puis de découvrir le monde au fur et à mesure où il sort. Surtout dans ces années-ci, là, que écoute, le monde, ça sort. Là, le Gong Show en sort à tous les semaines. Il y a 3 nouvelles personnes qui apparaissent sur le spot qui ont un bon 3 minutes. Après, beaucoup de monde peut avoir un bon 3 minutes, puis ça s'arrête là. Mais fait que c'est ça, moi, j'étais super content de pouvoir aller continuer à être payé pour aller spotter ce monde-là. C'était génial, je le faisais déjà. Puis de pouvoir après ça dire hey, moi, je veux cette personne-là, tu sais, réussir à squeezer quelqu'un qui sort de l'école de l'humour, puis qui est sur le radar de personne, puis réussir à lui donner un bon spot, t'es sûr, hey, je suis sûr de ma shot en temps, là, tu sais. Puis là, ben, t'es le premier à avoir réussi à mettre cette personne-là sur une scène qui serait arrivée anyway. Là, c'est vraiment pas pour m'approprier la gloire de tout ça, mais c'est que tu as la chance d'être le premier, là, le premier choix au repêchage. Puis même si je suis pas arrivé dans les grosses années de Juste pour rire, il y avait plus de gens qui nous disaient non que je pense dans les années 90 Juste pour rire, t'es tout seul. Mais d'avoir cette espèce de être une des plus grosses boîtes de production d'humour, puis de pouvoir offrir ces opportunités-là, ou des amis, là, littéralement. Maxime Gervais, qui est anciennement des Pic-Bois, tout ça. Moi, j'étais content là, de pouvoir squeezer parce que tu sais, autour de la table, il n'y a personne qui va penser à cette personne-là. Fait que moi, souvent, j'essayais de l'interpréter de cette façon-là. Évidemment, Pierre-Yves Roy Desmarais, tout le monde va le nommer. Qui on veut pour animer les galas, tout le monde va nommer Pierre-Yves Roy Desmarais. C'est pas ce bout-là qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de trouver qui va être le dernier nom qui nous manque sur le line-up des galas. Pas obligé d'être un super gros nom, mais ça pourrait être quelqu'un d'intéressant. Hey, moi, je te propose cette personne-là. Ah ouais. Non, je te jure, depuis l'année passée, puis c'est surtout, c'est des années où les humoristes peuvent progresser d'un show à l'autre, d'un mois à l'autre. Il y a quelque chose qui a déclenché. Tu sais, je me rappelle à l'époque, les premières années de En route vers mon premier gala, Juste pour rire, qui est justement une autre création de Junior Girardeau. Tu sais, je me souviens d'un François Bellefeuille, tu sais, son numéro En route, c'était pas très bon. Il n'avait pas encore trouvé son personnage de scène qu'on connaît aujourd'hui. Puis, tu sais, c'était pas mauvais. Il y avait une belle plume, il y avait des gags, mais ça collait pas tout à fait encore. Tu te souvenais pas nécessairement de lui à la fin de la soirée. Puis, d'une fois à l'autre, à un moment donné, ça allait exploser. Lui, c'est un des exemples les plus frappants, je te dirais. Parce que c'est arrivé tard aussi il y avait toute une vie avant d'être humoriste. Mais tu sais, c'est ça. Fait que les jeunes humoristes, eux autres, sont le fun à regarder là, à ce moment-là. Il y en a qui l'ont trouvé à l'école, il y en a qui, tu vois, leur show de finissant, puis tu fais, c'est déjà réglé. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de voir l'autre layer en dessous, de faire, hey, cette personne-là a un univers incroyable. Elle n'a juste pas encore réussi à la packager, c'est ça, à la compartimenter, puis à essayer d'elle-même bien la digérer pour pouvoir la présenter aux gens, puis que les gens comprennent ce qui se passe. Fait que non, c'est une belle... c'est une belle patente de pouvoir assister à l'éclosion des jeunes. C'était fou. Puis, il y a quand même eu des belles années au ZooFest. Là, que je me rappelle, j'étais là constamment. Puis, il y avait comme quelque chose qui se passait. C'était le fun. C'est dommage que ça se... Je sais pas si Comédia qui a acheté Juste pour rire va faire revivre un festival du genre. Nous, c'est Isabelle Desmarais qui s'occupait de ça. Pour Juste pour rire, c'était elle qui était la présidente de ZooFest. Moi, j'étais le programmateur. Puis elle, quand Juste pour rire a fermé, c'est elle qui est allée partir le Longueuil Comic Fest. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui veulent retrouver un peu la vibe du ZooFest des dernières années, c'est pas aussi gros parce que c'est pas backé par Juste pour rire, mais tu sais, c'est dans le même esprit de programmation, tout ça. Beaucoup de diversité, que ce soit de la diversité culturelle, de la diversité sexuelle. Fait que, tu sais, il y a des belles découvertes à faire là encore. Mais à Montréal, en tant que tel, il y a plein de petits festivals. Le Minifest, c'est un super beau festival aussi. Il y a un nouveau festival queer là, qui est sorti,
qui a lieu là en ce moment. Je me souviens plus du nom, malheureusement. C'est une nouvelle initiative aussi dans Hochelaga. Mais il n'y a pas de grosses compagnies comme Juste pour rire le faisait avant qui poussent un festival de relève. Fait que j'ose croire que éventuellement, Comédia, s'ils le font pas cette année, ben, ils vont le faire dans les prochaines années parce que des gens qui veulent voir de la découverte, il y en a. Il y en a. Puis, c'est ça, c'était le pouvoir de Juste pour eux aussi parce que tu avais un nombre, tu avais beaucoup de choix en même temps. Tu pouvais je me rappelle l'année que j'ai pris la première année, j'ai pris la passe puis de courir d'une salle à l'autre, de découvrir des affaires. Puis, les années où les Pic Boys étaient tout le temps comme les maîtres. C'était comme tout le temps l'événement avec le Frites et Moules aussi, les années Frites et Moules. Ceux qui n'ont pas vécu ces années-là, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Moi, le show chez Cléopâtre, qui est la première fois que je mettais les pieds au bar de danseuse Cléopâtre pour voir Frites et Moules, je ne me rappelle pas, mais c'était le show plus sexuel, évidemment. Mais écoute, c'est encore ce jour, moi, c'est un de mes trucs préférés que j'ai vus. Puis c'était la première fois, je pense, je voyais vraiment Julien Bernatchez. Ouais. Il avait été en route, l'espèce de personnage weird qui se faisait sortir tout le temps. Mais je pense qu'il n'y avait pas tant. C'est sûr, je l'ai vu, mais qu'il n'y avait pas tant. Mais je me rappelle l'avoir vu là, à Frites et Moules. Il faisait les entre-sketchs, évidemment. Puis je me rappelle qu'il y avait des moments où on était 4 à rire. Mais moi, je riais fort. Quand ça cloche, là. Ah, ça clochait, puis il y avait du monde qui comprenait pas ce qui se passait. Je me rappelle je l'ai vu après, puis j'ai dit, je sais pas si tu vas réussir à en vivre, mais ce que tu fais, c'est incroyable. Puis, il m'avait répondu avec sa dégâts. Oh, mais merci! C'est bien le fun d'entendre ça. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, c'était une belle époque pour ça aussi. Puis, tu sais, là, je pense que dans les dernières années, y compris les années où j'ai travaillé là, c'est que ce qui était plus dommage, c'est justement quand je parlais de la multiplication des soirées d'humour, c'est que ce qui faisait aussi qu'il y avait une vie, comme tu disais, tu sais, on court d'une salle à l'autre, tu as l'impression que c'est homogène, là, puis là, tout le monde est là, puis tu as l'impression que tout le monde autour de toi aussi est dans cette espèce de vibe-là, de découverte, d'aller voir des shows. Puis ce qui a changé un peu avec le temps, c'est que les soirées d'humour se sont tellement multipliées que là, les humoristes restent plus après parce que ils ont un autre show le soir même. Ils vont faire leur show, puis souvent les gens vont se booker 2, 3, 4, 5 shows. Fait que nous autres, souvent, les gens font le show à 7 heures, ils s'en vont bordel après, puis ils vont jouer dans le show de 9 puis dans le show de 11. Fait que, puis là, si les artistes restent moins, le public va rester moins aussi parce que ça faisait partie aussi du fun du ZooFest après le show de hey, justement, un Bernatchez là, il est au bar, fait que je vais aller jaser, tu sais. Exact. Puis t'avais cette vie-là, puis malheureusement, le fait que les artistes restaient moins, ça faisait en sorte que le public restait moins aussi. Puis avec les dernières années, là, le coût de la vie aussi fait en sorte qu'aller voir 4 shows le même soir, c'est ça. C'est top, c'est ça. Ça change, mais là, c'est ça. On se fait moi, j'aime bien aller au bordel ou des trucs de même. Là, tu sais que tu vas avoir un roster 4-5 humoristes pour un prix quand même raisonnable. C'est tout le temps des bons shows. Là, les line-up, c'est rare que ça marche pas. Là. C'est ça. On dirait que tu priorises ça. Là, ça coûte 25$ rentrer, puis tu as comme 5 gros noms, semi-noms. Puis ça se peut qu'un Louis-José Hood vienne roder un petit 5 pour le fun. La dernière fois que j'étais allé, il était là, puis il a tout arraché. Puis tu sais, moi, je le dis, Louis-José, on dirait dans les dernières années, c'était moins ça pour moi. J'ai un peu perdu de vue. Et il a tout pété. Et j'avais mal au ventre, puis j'étais comme, oh, pelaille, je pense qu'il y a quelque chose pour son prochain show. Parce que c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai écouté récemment son dernier show. Ouais, je l'ai pas vu, c'est ça. Tu sais, c'est son show de paternité. Ouais, c'est ça. Fait que moi, tu vois, le sujet me rejoignait moins, puis j'ai trouvé ça assez convenu parce que, ce show-là, on l'a vu plusieurs fois. Fait que tu sais, je suis resté un peu sur mon appétit. Après, tu sais, il est super habile, il a des bonnes jokes, il est bon, là, c'est Louis-José Hood. Ça reste Louis-José Hood, mais j'étais là, moi, puis tu sais, moi, je patauge beaucoup dans l'humour champ gauche, dans l'humour plus... j'aime ça être surpris. Exact. Puis là, c'est ça que je pense que j'ai pas retrouvé, c'est que j'ai pas vraiment été surpris. Mais tu sais, j'ai apprécié le show, mais j'étais là, j'ai hâte qu'il soit passé ça. Puis, tu sais, le dernier show d'Arnaud Soli qui est vraiment bon. Je vous suggère vraiment d'aller voir ce show-là. Mais j'étais là, il y a un autre show de paternité. Puis là, je pense que c'est à moi de me minder là-dessus. Tu sais, c'est ça que je m'en vais voir. Là. Reviens-en. Puis un jour, je vais avoir des enfants. Puis je vais faire, c'est le meilleur show. Ouais, c'est ça, exact. Là, mais là, en tout cas, je sais pas s'il explore, je sais pas s'il est rendu, mais c'était un numéro sur sa mère qui a Alzheimer, le dernier stade. Hein? Et c'était drôle. Il allait loin, il faisait des gags, là, il poussait la note sur des gags dans le malaise qui est rendu aidant naturel. Que là, il fait le parallèle qu'il nourrit son enfant.
il va nourrir sa mère après, puis tu sais, ça devrait pas être drôle, mais écoute, j'avais mal au ventre. J'étais comme, OK, je pense qu'il tient quelque chose là, parce qu'il va dans quelque chose de crunch et émotion. C'est les meilleurs shows quand ça part de quelque chose d'aussi viscéral là, aussi. Là. Si tu as besoin de rire là, il existe là, même dans les pires moments, puis en fait, il existe probablement particulièrement plus dans ces moments-là, là, le classique fou rire aux funérailles. Là, c'est un besoin de réconfort aussi. Là. Exact. Puis dans les bons shows que j'ai vus dernièrement, puis je me demande si... Je sais pas si je vais en revenir un jour, mais j'arrête pas de dire que c'est peut-être le meilleur show de stand-up au Québec là, de l'histoire. C'est le dernier show d'Adib Al-Khalidé qui est disponible sur son YouTube. Il est disponible sur son YouTube. Ça s'appelle Des putes et des voleurs. C'est 2 heures. Moi, je sentais, puis parce que les années qu'on était à Juste pour rire, j'ai comme redécouvert Adib, puis j'ai comme compris dans la hiérarchie des humoristes du Québec, il est là. Il est dans le top, il est avec Louis-José Hood, il est avec Martin Matt, il est là. Il est à ce niveau-là. Nous, la dernière année, on l'a booké sur tous les galas. On trouvait qu'on manquait un peu de star power. Justement, pour les raisons que je te disais, les humoristes ont d'autres choses à faire. Puis Je pourrais n'est plus un incontournable qui change une vie. Fait que c'était plus dur de se trouver des noms. Puis on a réussi à aller chercher Adib. On l'a appâté en lui disant tu serais sur tous les galas. Puis c'est 2 fois par soir. Pendant 8 soirs, il a fait tous les galas. Je suis allé le voir. J'ai réussi à le voir peut-être une douzaine de fois là-dessus. Puis à chaque fois, il était incroyable. Il est fort. Puis là, quand j'ai vu son show passer sur YouTube, j'ai fait faut que je l'écoute, mais faut que je l'écoute d'un seul pain. C'est ça. Puis j'ai capoté, là, no joke, là, un show bien ficelé comme ça, là, qui est... puis tu sais, ça sent pas que c'est pas trop écrit, c'est vraiment raconté, mais à chaque fois qu'il te ramène des trucs, t'as comme des petits coups de poing à chaque fois de faire comme aïe, aïe, c'est fort. Aïe, aïe, que c'est fort. Puis c'est pas fait pour ça. C'est pas fait dans la fonction. C'est pas comme, hey, là, je vais leur en montrer. Là, ils vont capoter. Non, c'est Adib qui vient raconter sa petite affaire sur scène. Mais à la fin, tu fais, ce gars est un génie. C'est un virtuose. Puis pour moi, il est dans le top aussi. Là. Ouais. Définitivement. C'est dur à comparer avec les gros shows d'Yvon Deschamps des années 70, là, que j'ai tout consommé aussi abondamment, mais je pense que c'est pas gênant de les comparer. La comparaison c'est fou. Et moi, j'étais fâché parce que Adib, il fait très peu de pubs, il fait très peu, puis je pense que ce show-là, je sais même pas s'il a dû tourner 1 an, c'était très rapide. Là, moi, quand je l'ai entendu parler, c'était sa dernière, puis c'était déjà sold out, puis j'étais... Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement... J'étais en tabarnak. Voilà, ça, c'était mon premier. OK, c'est 3 chaque. Ouais, on a 3 chaque, là. Non, j'étais fâché. J'étais comme, mais non, parce que moi, j'ai vu Québécois Tabarnak à Place des Arts. Expérience folle. Incroyable, ce gars-là. Il m'a fait capoter. Fait que, oui, je veux me le taper, mais on dirait que j'étais fâché de le vivre pas en salle, de ne pas le vivre avec l'énergie de la salle, mais bon. J'aimerais ça le voir. On n'a pas le choix, on va l'écouter. Je mets ça sur ma liste. Ouais, ça vaut la peine. Le temps avance, fait que je voulais quand même me garder du temps pour parler des Sidérés, là, qui est... s'il y a du monde qui nous écoute, là, c'est peut-être expliquer un peu c'est quoi, mais ça fait longtemps que ça roule. Cette affaire-là qui était comme une émission de radio. À l'époque, on ne savait pas que ça s'appelait un podcast. On appelait ça de la radio web parce que là, le show, c'est la 15e année là, de Décidérés. Ça fait longtemps. Là. On vient de tourner... là, on diffuse ce jeudi, on diffuse notre épisode 656. Okay. Fait que ça fait 15 ans que ça roule, pas beaucoup de break là-dedans. En fait, on a découvert l'année dernière qu'on était littéralement le plus vieux podcast de comédie au Canada. Il y a une étude universitaire qui est sortie sur les podcasts d'humour, puis on est le plus vieux podcast toujours actif parce que Sous-Écoute, ça avait commencé sous une autre forme. Ça a arrêté. Puis ça l'a arrêté, puis ça a recommencé. Fait que là, Sous-Écoute, je pense qu'ils sont peut-être à 11 ans ou quelque chose du genre. Puis, fait que nous, on a vu ça dans l'étude. On était là, c'est drôle, ça. Puis on est loin devant tout le monde, là, en fait, podcast humoristique. Puis podcast overall, on doit être pas mal dans les plus anciens. On a nos amis, les Mystérieux Étonnants, qui ont un podcast geek, qui, eux, sont à leur 19e année, je pense, cette année. Fait que eux, ils ont plus d'ancienneté que nous. Ils sont rendus, passés 800 épisodes. Mais c'est pas un podcast de comédie. Nous, fait que on est donc le plus vieux podcast de comédie. À l'époque, ça a démarré donc en 2011 avec Julien Bernatchez, que tu nommais. Nous, quand je dis nous, je dis la gang de Valleyfield. Moi, Maxime Gervais et Dominique Mascotte des Picbois. On est rentré l'année suivante. Je pense même que Max est rentré au courant de la première année. Moi, je suis arrivé au début de 2012, pendant les grands bouleversements, pendant les manifs, tout ça, avec cette espèce d'énergie-là.
Puis on était à l'époque, on était à Choc, la radio de l'UQAM. C'était audio seulement. On était audio seulement pendant les 11 premières années avant que je travaillais à Juste pour rire. Puis en travaillant à Juste pour rire, il y avait un département télé qui cherchait des projets. Puis moi, en tant que booker, j'ai fait comme... j'ai un podcast qui existe depuis très longtemps, puis fait que je me suis auto-booké mon podcast là-dedans. C'est ça qu'il faut permettait, en même temps, il y avait une fonction de... Ils voulaient tester, parce que nous, on était live à l'époque, puis ils voulaient tester la diffusion. Nous, notre podcast, c'est très broche à foin, c'est très bon enfant. On vient un de nos trademarks, c'était une de nos marques de commerce, c'était les problèmes techniques. Fait que je fais, si vous voulez essayer des affaires avec nous autres, c'est bien correct de même. D'ailleurs, le premier épisode à Juste pour rire commence avec 10 minutes de problèmes techniques. C'est pas écoutable, c'est littéralement pas écoutable. Parce que l'enjeu, c'était qu'on diffusait live, mais on diffusait 4 lives en simultané. Fait qu'on avait un live sur Facebook, un live sur YouTube, puis on avait ces mêmes lives-là, on les dédoublait parce qu'on avait une portion Patreon. Fait qu'on avait un extra Patreon. Puis pour pas que les gens aient besoin d'aller cliquer... le lien, ouais. Exact. Fait qu'on diffusait un lien, les 2 liens pas Patreon, on les coupait, puis on gardait les 2 autres pour les membres, pour les abonnés. Sauf que ça, pour réussir à feeder un signal HD, ça demande beaucoup de ressources. Oui, ça prend un bon ordinateur. Un très bon ordinateur, un truc qui s'appelle un ATEM aussi, qui redistribue, qui fait l'aiguillage, puis tout ça. Puis, on était un peu les cobayes de ça, pour le meilleur et pour le pire. Je réécoute des affaires, puis je suis comme, c'est gênant qu'après 11 ans de podcast, il y a des épisodes qui soient inécoutables. Mais tout ça pour dire que là, on est passé en mode vidéo dans le temps de Juste pour rire. On a fait 2 ans. Là, après ça, j'ai fait tellement de mauvais jobs de booking que Juste pour rire a fermé ses portes. Puis depuis l'année passée, depuis 2024, c'est moi qui ai repris le podcast à mon compte. Fait que je me suis acheté des caméras, je me suis acheté des micros, je me suis acheté tout le kit qu'il fallait pour faire le show. Puis depuis ce temps-là, je m'occupe, la moitié de ma vie est consacrée à s'occuper du podcast, booker les collaborateurs, booker les invités, booker les shows live, les festivals, tout ça, commanditaires, tout ça. D'ailleurs, merci à Eros et compagnie qui payent mon loyer presque dans son entièreté. Mais c'est ça, mais j'étais content d'apprendre que ça t'aidait. En fait, tu sais, je savais que ça fonctionnait, mais ça reste que, moi, je voyais ça, c'est un podcast, vous avez votre gang qui est fidèle, qui est là, mais dans les podcasts aussi, c'est pas les chiffres. Non, on n'est pas couple ouvert. Là. On n'est pas les podcasts de Thomas Levac. On n'est pas même Tout le monde gagne de Joe Corm. Nous, on a toujours été très nichés. Mais comme tu dis, notre gang, elle nous lâche pas. T'sais. Nous autres, on a 6-7 000 personnes que peu importe ce qu'on fait, ils vont être là puis ils vont nous écouter. Puis on complète avec d'autres auditeurs. Fait que, on a à peu près 10 000 écoutes par épisode, je te dirais, ce qui n'est pas gênant, mais ce qui n'est pas non plus des chiffres incroyables. Par contre, ce qui joue en notre faveur beaucoup, c'est notre ancienne aussi. Si tu es là depuis aussi longtemps, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'on est juste à la ligne d'avoir des chiffres qui justifient qu'on peut avoir des commanditaires qui embarquent dans la patente. Et nos abonnés, c'est ça aussi la différence. On retombe dans la poutine de la business, mettons. Là, moi, quand j'ai travaillé à l'agence LOL dont je parlais, pendant un certain moment, j'ai vendu de la pub pour Sous-Écoute. Sous-Écoute de Mike Ward, évidemment. Le plus grand podcast, le plus gros podcast au Québec. Puis Mike, étant un gars super généreux, il y a plusieurs podcasts en dessous de son parapluie. Il y a un large parapluie. Il y a les 3 podcasts de Thomas Levac. Il y a le podcast de True Crime Distorsion. Il y a nous qui sommes rentrés là-dedans aussi. Il y avait dans le temps le podcast Arc de Pascal Cameron. Le podcast de Jacob Ospian et Émile Coury aussi. Je pense que j'en oublie pas. Puis, moi, j'ai vendu de la pub pour eux, puis je me suis rendu compte en vendant de la pub que c'est bien plus avantageux pour un annonceur d'annoncer dans un podcast parce que le lien, il est direct. Les gens, quand c'est Mike qui te vend des assurances ou une compagnie de déménagement, peu importe, si c'est Mike qui le dit, les gens sont beaucoup plus attentifs. Puis, eux autres, ils évaluaient qu'il y avait un taux de retour 4 fois plus élevé. Puis, même en fait, code d'écoute, si tu compares avec les podcasts des grosses plateformes comme Audio, Cube, Mike est même en avant d'eux autres. C'est ça. Puis, vu qu'il n'y a pas une grosse machine, il y a beaucoup d'employés, mais il n'y a pas une immense machine, il peut offrir ses pubs vraiment moins cher. Fait que, ses pubs reviennent 2 fois moins cher, ils ont 4 fois plus d'impact. Puis, je m'en suis rendu compte aussi, nous autres, avec notre première commandite qu'on a eue, c'était Eros et compagnie, encore une fois. Puis, après 5 semaines, il y a eu, je pense qu'il y avait 27 personnes qui avaient utilisé notre code promo. Fait que j'ai comme fait, OK, fait que les gens,
ils embarquent, puis ils participent, puis la promo était... ce qu'ils nous avaient donné était pratiquement tout remboursé dans la moitié du temps de la promo. Fait que j'étais comme, OK, il y a de quoi faire avec ça parce que l'engagement, il est là. Exact. T'sais. Parce que si tu écoutes un podcast, tu l'écoutes, tu sais. Mm-hmm. Exactement, puis tu le vois c'est ton podcast, tu sais. Ouais, c'est ça. Les gens, tu as l'impression de connaître ces gens-là. Moi, ça m'arrive encore là, d'écouter des podcasts puis des humoristes que j'ai pas nécessairement rencontrés ou connus, que j'ai l'impression d'avoir un lien fort avec eux. Puis c'est là que tu vois quand le clash arrive beaucoup avec Mike Ward quand il reçoit des vieux de la vieille, là, beaucoup de télé, beaucoup de radio, qui n'ont pas encore le réflexe, tu sais, tu tombes pas à la moitié d'un podcast. Tu l'as tout écouté, tu sais. Ça se peut que des fois, parce qu'il y a tellement de podcasts, moi, j'écoute un peu de tout, puis des fois, ça arrive que je me rends pas à la fin de tout, parce que des fois, je suis une bébite, puis je vais d'un à l'autre, puis blablabla. Fait que des fois, ça arrive, tu sais, bon, c'est ça, tu décroches pour raison X, mais tu vas pas arriver à la 45e minute. Non. Exactement. Non, fait que l'engagement est là. Tu sais, si j'ai cliqué du début, je suis intéressé à tout le moins de voir c'est quoi ce qui se passe. Puis là, tu te rends, mais tu t'investis après. Le fait que les podcasts puissent se permettre d'aller plus loin aussi, parce que, tu sais, les scandales, si tu regardes, mettons, puis je n'ai pas de stats précises là-dessus, mais si tu regardes tous les petits scandales qu'il peut y avoir avec sous-écoute, ben c'est tout arrivé dans les 15 premières minutes. Parce que les gens qui se rendent jusqu'à la 45e minute, comme tu dis, c'est des fans du projet, puis c'est ça qu'ils veulent. Fait qu'ils n'iront pas faire « Ah, un tel a dit ça, nanana, parce que c'est précieux, ils ne veulent pas briser le show. Puis si les artistes commencent à avoir peur d'aller à sous-écoute parce que je bois une coupe de bière, puis là, je me mets à dire des affaires que je ne devrais pas dire, puis là, ça sort devant le monde, là, ça devient un problème, mais il y a comme un... C'est ça, je pense qu'en podcast, fais attention les 10-15 premières minutes. Après ça, pas trop, exact. Les gens qui vont se rendre au bout, ils vont aimer ça. C'est ça. Ouais. Mais comment tu ressens, en fait, de vivre de tout ça? Ça doit être intéressant. C'est de la job. Ouais. Ben, tu sais, moi, la première année, c'est ça, l'année passée, c'était en février qu'on a... parce que c'est ça, moi, j'ai été remercié de Juste pour rire. J'ai été chanceux d'être remercié en décembre. Juste pour rire officiellement fermé en février. Mais moi, j'étais dans le batch de renvoi de décembre qui venait avec un package de départ. Mes collègues qui ont été renvoyés du jour au lendemain. La faillite, les autres sont arrivés un matin. C'était le classique... c'est barré. Genre, tes affaires sont dans des boîtes, puis tu t'en vas chez vous, puis tu n'en auras pas de package de départ. Non, parce que les fournisseurs n'ont pas payé. Exact. Moi, j'étais chanceux. Là, j'ai eu 1 mois et demi, 2 mois de salaire où j'ai pu me réorienter puis tout ça. Puis en fait, je pense que la dernière semaine où j'ai été payé, ça correspondait à quand Juste pour rire a fermé. Fait que moi, j'ai été payé ces 2 mois-là, mais j'ai pas travaillé. Puis ça m'a permis justement de réfléchir, penser mes affaires. Fait qu'en février, quand j'ai relancé le podcast, ben, je te dirais que j'ai commencé à me payer en septembre seulement. Fait que de février à septembre, je creusais dans mon compte de banque. C'était quand j'ai hâte que ça parte. Là. On avait le Patreon, on avait tout ça, mais mes revenus étaient très minimes. Puis là, j'ai réimaginé les finances de tout ça. J'ai solidifié ça avec des partenaires puis tout ça. Puis en septembre, j'ai calculé mes affaires. Puis j'ai fait comme, j'ai moyen de me donner tant par mois. Puis là, ça me va. C'est une paye qui fonctionne. Cette paye-là serait plus élevée si je me retrouvais une boîte à la Juste pour rire. Là, mais là, j'ai ma liberté totale. Je travaille de chez nous. C'est moi qui est à la tête du show. Je fais ce que je veux avec. Je dépends pas de personne. On book ce qu'on veut quand on veut, comme on veut. On fait ce qu'on veut avec le show. Puis on n'a plus de restrictions. On n'a plus de compte à rendre à personne. Puis ça, c'est une chance assez inouïe. Puis je le sais qu'on n'est pas nombreux au Québec de pouvoir se permettre de faire ça. Là, justement, là, les Thomas Levac, les Mike Ward, les Joe Cormack, tout le monde gagne. Mais même récemment, j'y parlais. Puis il me disait que lui-même, personnellement, s'il fait pas beaucoup d'argent avec ça. Là, il réinvestit dans le show, il fait des projets. Puis tout. Moi, j'ai pas ce luxe-là encore parce que c'est devenu ma gig principale finalement avec le temps que ça me demande. Mais éventuellement, si le projet continue à prendre de l'ampleur, si je continue à faire les choses comme il faut, mais j'aimerais ça, engager quelqu'un qui va faire la mise en ligne à ma place, qui me prend 5-6 heures par semaine. C'est chiant à faire ça. La première fois que je me suis assis puis j'ai fait OK, il faut que j'écrive le résumé de l'épisode. Il faut que je fasse le thumbnail, le visuel. Moi qui n'avais aucun skills en quoi que ce soit de visuel. Je te comprends. Ça me prend beaucoup de temps aussi. J'ai appris plein d'affaires, mais j'ai fait ça. Puis ça, c'est du temps que j'aimerais pouvoir récupérer parce que si j'engage quelqu'un, il va le faire dans la moitié du temps que moi je le fais. Puis, fait que c'est ça. Mais je me considère quand même super privilégié de pouvoir vivre du podcast. C'est assez incroyable. Surtout que ce qu'on fait ne passerait pas ailleurs que dans un podcast. Là, on sera pas, on n'attend pas le coup de téléphone demain de Radio-Canada pour dire votre show nous intéresse. Là, non, c'est ça. En sachant que vous êtes dans une boîte nichée de trucs, je trouve moi, en tout cas, quand j'ai catché que c'est ça, tu es capable
de payer ton loyer, tes affaires, ben j'étais full content pour toi. Puis là, ça te permet aussi de dégager un peu de temps, de reprendre des gigs. J'étais full content pour mon petit Niquette. T'es fin, mais c'est ça. Puis on dirait que ça fait super longtemps. On dirait que moi, je suis un gars qui est rentré, qui est sorti de votre univers. Mais récemment, je suis retombé un peu plus dedans. Puis c'est ça. C'est vraiment cool. J'invite le monde à... Mais t'as-tu vu le show à Big Max? Le show... Non, il faut que j'y aille. Encore, ouais, c'est ça. Parce que là, il en reste très peu de dates. Là. Moi, il faut que je check s'il reste des billets là, à Montréal. Là, moi, je l'accompagne en show. Je fais sa direction de tournée aussi. Okay. Je l'accompagne comme la semaine prochaine. On s'en va en Abitibi faire 3 dates. Nice. Puis on a recommencé déjà à booker les rodages du prochain show. Okay. On aurait pu parler de 10 000 autres affaires. Je voulais parler de lutte. Je voulais parler de plein de choses. Je t'aurais invité. Prochaine fois. J'anime la lutte aussi. Battle War à Montréal, au Faux électrique. Un dimanche par mois. Dernier dimanche du mois, souvent. Là, on est sur le tirage de dernier dimanche. Mais checkez ça. Battle War, c'est l'une des meilleures fédérations. Top 3 assurément au Québec. Nice. Des lutteurs que vous voyez à la WWE qui étaient là il n'y a pas si longtemps. Yes. Puis il y en a qui sont là, qui vont l'être dans les prochaines années. Parfait. La lutte. On en reparlera la prochaine fois. Ouais. Merci. Il me reste un tabarnak à plugger aussi. C'était le fun en tabarnak. Yeah!